Oui, bonjour tout le monde. Alexis Beauchamp-Châtel, je suis psychiatre à l'USMM, je travaille au PPNA, programme de psychiatrie neurodéveloppementale adulte, exclusivement avec des personnes autistes, plus ou moins qui ont une déficience intellectuelle. Puis, dans le fond, je vais vous mettre des slides là, sur mon parcours un petit peu, là. Ce que je voulais dire d'emblée, c'est j'ai 30 minutes. J'ai quand même pas mal de contenu, mais ce que je trouve toujours le plus stimulant, le plus intéressant, c'est que quand les gens posent des questions, là aussi. Oui, j'entendais quelqu'un. S'il y a des choses en particulier qui vous intéresseraient, là, parce que c'est un sujet quand même extrêmement vaste, là. Moi, ce que j'avais fait, en fait, c'est une revue de littérature là, sur TSA, DI et consommation. Puis je présentais quelques aspects très, très généraux là, sur le TSA de manière plus générale, là. Je vais juste le mettre en mode, puis je vais commencer. Ok, good. Donc, bon, j'ai étudié en médecine à l'UDM, fait ma résidence en psychiatrie à l'UDM. J'ai fait le clinicien-chercheur, j'ai fait une maîtrise sur les crises de colère avec Laurent Motron. Je travaille depuis 2017 au programme de psychiatrie neurodév adulte. Aussi, je suis sur le CA de la Fondation Véro puis Louis depuis 2000, août 2020 pour faire des maisons pour les personnes autistes, puis sur Autisme sans limite aussi, qui donne des services pour des personnes autistes sans déficience intellectuelle. Puis bon, je suis responsable du recrutement des psychiatres à l'USMM. Ben, j'ai des conflits d'intérêts en tant que tel, là, mais j'ai aucune rémunération, aucun dédommagement par rapport à ça, puis il n'y a pas de lien avec le contenu que je vais présenter de toute façon, là. Donc, notre contexte de travail, nous, c'est une grande équipe. Là, on est deux psychiatres, mais on a une belle équipe multi. Neuropsychologue, psychologue, orthophoniste, ergo, psychoède. C'est sûr que c'est toujours le fun quand on veut avoir une compréhension là, très globale des patients. Là, on est chanceux de ce côté-là. On a deux unités essentiellement d'hébergement qu'on essaie de convertir vraiment en hébergement, puis éventuellement dans la communauté. On n'a plus d'unités d'admission parce qu'on pense que ça ne fonctionne pas dans cette population-là, les hospices psy en moyenne. Je parle là, pour spectre, donc DI là, modéré et plus, là, pas nécessairement pour DI légère ou TSS en DI. Puis on a créé une nouvelle modalité d'intervention là, qui est une forme d'hospice à domicile, là, d'équipe mobile intensive là, pour justement éviter nos hospices. L'autisme, en 2025, où s'en est rendu, puis c'en est devenu de plus en plus controversé, là, mais maintenant, c'est considéré comme faisant partie de la diversité humaine. Vous avez peut-être entendu parler du mouvement de la neurodiversité, des gens qui se qualifient de neurodivergents, etc. Pas nécessairement un trouble, ça peut être une adaptation, s'il y a des adaptations suffisantes de la part de la société. C'est une condition qui est comprise comme étant essentiellement biologique, liée à l'architecture du cerveau à la base, mais c'est sûr qu'il y a une interaction avec l'environnement après ça. Les théories psychodynamiques, psychanalytiques, là, Bruno Bettelheim, les mères réfrigérateurs, on a mis ça aux poubelles, là, ça fait quelques décennies. C'était pas appuyé par des données, ça menait à des abus. On faisait faire de la thérapie là, aux parents, en fait, là, pour les personnes autistes, puis on séparait les enfants de leurs parents en pensant que c'était à cause de l'intervention des parents que les enfants étaient autistes. Donc, ce n'est plus du tout courant là, comme façon de penser. Il y a eu un élargissement graduel du spectre autistique. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai mis surtout pour le pire là, récemment, là, ça devient comme quelque chose qui est si large qu'on s'y perd un petit peu. Là. Qu'est-ce que ça veut encore dire, l'autisme? En 2013, il y avait eu le DSM-5. On avait modifié l'ancienne terminologie. Avant, on parlait de troubles envahissants du développement. On avait qui regroupait l'Asperger, le trouble du spectre autistique, le trouble envahissant du développement NS, là, puis deux autres troubles dont je ne parlerai pas, là, qui sont plus rares, là. Ça a tout été refusionné en troubles du spectre autistique, puis il y a aussi le trouble de la communication sociale pragmatique pour des gens qui ont surtout des difficultés au niveau de la communication, puis au niveau des aspects pragmatiques du langage, donc concrètement ce que le langage veut dire. 2 secondes. Puis, dans le fond, on a les critères que je vais vous présenter plus bas ont été fusionnés en déficits sociaux d'une part, puis et communicationnels, puis d'autre part des éléments répétitifs et sensoriels qui ont été mis ensemble dans la deuxième sphère.
On a fusionné aussi, on a enlevé les éléments sur le jeu imaginatif, le jeu symbolique, puis on a ajouté des spécificateurs que je vais vous montrer par la suite. Donc, au niveau des déficits sociaux, quand on parle d'autisme, selon le DSM-5, il faut vraiment avoir des déficits de la réciprocité sociale, émotionnelle. Donc, c'est des gens qui peuvent avoir de la difficulté à faire des tours de rôle, ils vont avoir de la difficulté à rebondir dans une conversation. Quelqu'un sort un sujet, l'autre personne répond. Mais ça, c'est quelque chose que les personnes autistes verbales peuvent avoir de la difficulté. Puis pour les personnes verbales, ben, on peut avoir des comportements, là, des difficultés d'interaction le plus basiques. Des déficits dans la communication non verbale, entre autres le contact visuel, là, puis le fait d'avoir une gestuelle qui va avec ce qui est verbalisé. Ou de la difficulté aussi à comprendre le non-verbal des autres personnes, ce qui peut coter également. Des difficultés à former des relations sociales sur le long terme. Vous comprendrez que c'est des critères qui sont assez non spécifiques. Euh, donc, la plupart des troubles du DSM-5 peuvent être associés à ces difficultés-là. Puis c'est une des raisons de l'élargissement là, sans cesse là, du spectre autistique. Les critères dans le DSM-5, on ne dit pas nécessairement comment les interpréter. Donc évidemment, quelqu'un qui a une schizophrénie risque d'avoir des déficits de réciprocité sociale et émotionnelle, possiblement de communication non verbale. C'est fort possible que les relations d'amitié soient plus compliquées. Même chose avec des troubles anxieux sévères ou autres, là. Donc, il y a plusieurs conditions qui peuvent avoir des problèmes similaires. Ensuite, la deuxième sphère de symptômes, c'est les intérêts restreints répétitifs. La première sphère, il faut qu'il y ait tous les critères. La deuxième sphère, 2 sur 4. Donc, ça peut faire quand même pas mal de combinaisons de critères. Alors, le premier sous-critère, c'est les comportements stéréotypés au niveau du langage, par exemple l'écolalie, les versions pronominales, là, donc utiliser le pronom tu au lieu de je. Donc, je veux une crème glacée, mais la personne utilise le tu. Tu veux une crème glacée. Ça serait un exemple des versions pronominales. Au niveau des mouvements, ben, ça peut être tous les mouvements qu'on connaît reliés à l'autisme, le flapping, entre autres comportement stéréotypé au niveau des activités aussi. Le deuxième, c'est la rigidité face au changement. Donc, les routines rigides sont inclus dans ce critère-là. Le troisième critère, c'est sur les intérêts restreints, fixes, qui sont intenses en intensité ou qui sont atypiques. Puis le quatrième sous-critère touche les éléments qu'on mentionne au niveau sensoriel, donc sensibilité au bruit, hyposensible, hypersensible à la douleur, etc. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on rentre les éléments qu'on peut voir chez les personnes autistes. Puis les autres critères, ben, il faut que ça soit présent dans la période développementale précoce. Ça peut devenir évident plus tard. Donc, des gens qui recherchent un diagnostic à l'âge adulte, il y a cette question-là. Donc, est-ce qu'il y a eu des manifestations à l'enfance? Ça se peut qu'il n'ait pas été interprété comme tel quand la personne était un enfant, mais il faut qu'on soit capable d'une façon ou d'une autre de voir que effectivement les difficultés ont commencé là, dès l'enfance. Il doit y avoir un dysfonctionnement présent. Donc, techniquement, une personne autiste qui se serait adaptée et qui se serait vraiment très, très bien adaptée en grandissant, ben, techniquement, elle coterait plus pour le diagnostic, là. Il y a toutes sortes d'enjeux au niveau conceptuel, éthique reliés à ça. Entre autres, les personnes autistes qui disent, ben, c'est ça, quand on fonctionne pas bien, vous nous mettez un tag, une étiquette de diagnostic. Puis là, quand on fonctionne bien, ben, vous nous l'enlevez. Qu'est-ce que c'est ça? Puis eux, ben, ça ne doit pas être expliqué uniquement par une déficience intellectuelle. Il y a une clause grand-père, donc les gens qui avaient un diagnostic d'Asperger ou de TEDNS, techniquement, ils peuvent rentrer dans le TSA, même s'ils ne codent pas exactement à ces critères-là. Pour ce qui est donc les spécificateurs qu'on a, donc après avoir dit la personne a un trouble du spectre autistique, on a des spécificateurs. Donc, est-ce qu'il y a ou pas une déficience intellectuelle associée? Est-ce qu'il y a ou pas une atteinte de langage? Est-ce qu'il y a une atteinte, un trouble génétique associé? Il y a plein de troubles génétiques associés à l'autisme, je sais pas, la sclérose tubereuse, duplication 15q, ou est-ce qu'on connaît un trouble génétique qui est associé à la condition de la personne? Ou associé à un autre trouble développemental, le TDAH ou autre, là.
Puis, est-ce qu'il y a présence de catatonie? Il y a des personnes autistes qui ont des formes de catatonie un peu étranges, là, chroniques, là. Puis, la sévérité, on la cote en fonction des critères A et B. Donc, on pourrait dire TSA niveau 1 sur les critères sociaux, niveau 1 sur les critères répétitifs. Il y a un tableau dans le DSM là, en fonction des niveaux sur à quel point la personne a des atteintes sévères de fonctionnement. Ensuite, au niveau de la déficience intellectuelle, qui est appelé officiellement le handicap intellectuel en DSM-5, le traduit en français. Donc, ça doit s'installer pendant la période développementale. Il doit y avoir un déficit des fonctions intellectuelles et adaptatives dans les domaines conceptuels, social et pratique. Donc, les fonctions intellectuelles, c'est le potentiel intellectuel de la personne, comment elle score sur des tests standardisés d'intelligence qui sont essentiellement des tâches qui ressemblent à des tâches scolaires, des tâches de mémoire, de vocabulaire, de manipulation mathématique, etc. Puis adaptative, les fonctions adaptatives, ça, c'est comment concrètement dans la vie de tous les jours la personne fonctionne. Est-ce qu'elle est capable de se faire à manger? Est-ce qu'elle est capable de se déplacer? Est-ce qu'elle est capable de parler à des gens? Tu es capable d'aller aux toilettes, tout ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions adaptatives. Les deux doivent être atteints. Parce que sinon, on pourra avoir une situation où quelqu'un n'est pas allé à l'école pour toutes sortes de raisons, mais est très bien adapté à son environnement. Puis on peut avoir l'inverse aussi, des gens qui ont un très bon potentiel intellectuel, mais qui sont très inadaptés là, à leur environnement. Peut-être parce qu'ils ont un autre trouble quelconque ou pour toutes sortes de raisons là, psychosociales, là. Puis ça doit être dans les domaines conceptuels, social et pratique. Donc ça, c'est les critères formels en tant que tels là, que je vous ai résumés. Donc ça, c'est mon petit survol très rapide là, du TSA et de l'ADI. Ensuite, j'avais fait une revue littérature en addiction. Donc, si on regarde les comorbidités entre autisme là, et autres troubles, là, bon, on parle de 28% de TDAH, un trouble du sommeil quand même assez fréquent, 13%, l'anxiété, 20%. Puis, soit dit en passant, c'est extrêmement variable selon les études. Ça dépend toujours comment ça a été fait. C'est une étude sur la population au complet de personnes autistes, sur des banques de données, sur une clinique spécifique où, évidemment, on peut s'attendre à plus de troubles. Puis troubles d'usage des substances, ça variait de 0 à 10%, selon l'étude que j'avais trouvée, qui datait de 2019. Donc, troubles psychotiques, on s'est abaissé un petit peu. On était rendu à 4% récemment. Là. Il y a des méta-analyses antérieures qui parlaient de 9,4%. Mais là, plus récemment, on a révisé à la baisse là, le pourcentage. Et en déficience intellectuelle, encore une fois, grosse hétérogénéité dans les études. On dit qu'il y a entre 14 et 75% des gens qui ont un autre trouble de, de santé mentale associé, 33,6 là, en moyenne selon la dernière méta-analyse. Puis on peut voir là, les troubles en général. Je n'avais pas mentionné les troubles de la consommation, j'ai pas dû trouver la donnée spécifique. Ce que j'avais trouvé en DI et intelligence limite, donc en anglais Borderline Intellectual Disability. Ce que j'avais trouvé, c'est qu'il peut y avoir une prévalence pour 100 variant de 0 à 50% sur l'usage du tabac. Évidemment, on se doute que ça dépend un peu des études puis où la personne est. Alcool 15 à 75%, puis drogue 0,1 à 2,7. On mentionnait que ça semblait, en fonction de la méthodologie, là, probablement plus haut que la population générale. Euh, il y avait la population DI légère ou intelligence limite euh, inversement, c'est-à-dire dans une population de gens suivis en médecine de l'addiction, on voyait que possiblement 30 à 40% des gens pouvaient avoir une DI légère ou une intelligence limite. Bon, évidemment, ça dépend toujours de comment ils ont mesuré ça. C'est sûr aussi que les gens qui ont des problèmes de consommation sévères, ils peuvent avoir un fonctionnement adaptatif très bas. Est-ce que c'est vraiment de la DI légère ou de l'intelligence limite? Est-ce qu'ils ont fait les tests psychométriques là, pour avoir le potentiel intellectuel? Je sais pas. Mais on mentionnait quand même ça, donc c'est possible dans des cliniques là, où on ne s'attend pas nécessairement à avoir une population, mais qu'il y en ait quand même une certaine prévalence. Puis, il y avait aussi, c'est sûr que la population avec déficience intellectuelle, c'est assez hétérogène. Donc, il y a des gens qui ont une DI légère qui
peuvent passer pratiquement inaperçus en clinique, peuvent être relativement autonomes, avoir des emplois parfois adaptés ou même vivre en appartement avec du soutien, à des gens qui peuvent pas fonctionner plus de quelques minutes seuls, là, qui peuvent être non-verbales, etc. Donc, c'est sûr que selon la tranche de cette population-là dont on parle, c'est sûr que mes patients non-verbaux, l'utilisation de drogue puis d'alcool, c'est pas mal proche de zéro. Euh, quoique. Le cannabis est populaire ces temps-ci chez les parents de personnes autistes, avec des résultats qu'on attend encore dans la littérature, mais des résultats anecdotiques variables, allant de diminuer l'anxiété à augmente l'agressivité. Mais en général, c'est plutôt faible, le tabac aussi. Tandis que dans la population, en tout cas la mienne, avec déficience légère, il y a un taux quand même très élevé, là. C'est sûr que j'ai quand même un biais. J'ai une population de gens quand même pas mal maganés. Mais il y a une augmentation potentielle dans cette population-là, même par rapport à la population générale. Il y a quelques données dans la littérature sur des adaptations relativement mineures, entre autres à l'entretien motivationnel, là, qui est utilisé là, fréquemment là, pour les troubles liés à l'utilisation de substances. Il y a quelques données pour des programmes de pleine conscience en déficience intellectuelle. J'avais trouvé aussi une revue systématique sur l'utilisation de l'Internet chez les enfants, les adultes puis les adolescents autistes. Puis, on voyait une prévalence plus élevée dans les groupes de personnes autistes que dans la population générale. On relevait que ce qui paraissait particulièrement inquiétant, là, parce que des fois, c'est difficile, les personnes autistes qui ont peu de capacité sociale, de dire qu'est-ce qui appartient à, c'est ça sa façon d'interagir avec le monde versus qu'est-ce qui devient un problème. Bon, le degré de préoccupation, incapacité à contrôler l'utilisation, à quel point la personne cache ou ment par rapport à son utilisation d'Internet, persistance d'utilisation en ligne malgré des conséquences négatives d'un comportement plus problématique. Donc, ça devient un signe de comportement plus problématique. J'ai trouvé des recommandations américaines sur comment inclure les personnes avec handicap physique ou cognitif dans les programmations pour les troubles de consommation. Il y avait des recommandations multiples, entre autres sur l'accès, donc attitude par rapport à cette clientèle-là, par rapport à la discrimination, les politiques, les pratiques et les procédures discriminatoires, les barrières à la communication, puis les barrières architecturales. J'en parle un petit peu dans les prochaines slides, là. Architecturales, on parle entre autres bon, au niveau des personnes qui ont des handicaps physiques, peut-être plus, là. Alternative doit être proposée si c'est pas possible de donner le traitement usuel. Idéalement, c'est ça qu'on aimerait. Si jamais on n'est pas capable d'appliquer une intervention, par exemple, je ne sais pas si un groupe de thérapie, puis la personne n'est pas très capable d'utiliser un groupe de thérapie, ben, peut-être de trouver à l'intérieur de créer des nouvelles modalités de service pour les gens qui ne sont pas capables d'accéder. Au niveau du traitement, on parle d'importance d'une certaine flexibilité, adapter la façon de donner l'info, utiliser plus de communication non verbale, écrite, entre autres, là, ou par dessin, faire des liens importants entre les différentes agences, parce que souvent, les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un TSA, ils vont avoir des services dans plusieurs domaines, l'école, le CRDI, la famille, l'hébergement, la santé mentale, possiblement. Puis l'engagement organisationnel de défendre les droits de la personne. Euh, En 2019, il y avait des recommandations aussi plus spécifiques là, au niveau de comment le faire. Par exemple, en groupe, tenter de minimiser le bruit et les distractions visuelles. Quand c'est possible d'avoir l'information ou même la participation de la famille avec les aidants, ça peut être utile. Dans notre clinique, on a créé un groupe de TCD, là, de thérapie cognitive dialectique, comportementale dialectique, ADI, TPL. Puis, entre autres, là, il faut absolument que quelqu'un de l'entourage de la personne participe à la thérapie. Là, c'est pas spécifique à la consommation, mais juste pour donner une idée que sinon, les personnes qui ont une DI ne sont pas capables nécessairement de pratiquer tout seul après ça, s'ils ont des devoirs ou des choses à faire, ils peuvent avoir besoin d'aide là, pour mettre en place là, ce qui doit être fait. Donner des règles plus explicites du groupe, donc le fonctionnement, ce qu'on pourrait présumer que tout le monde sait, fonctionnement social normal, ben, il faut peut-être l'expliquer pour les droits de parole, par exemple, ou quelque chose comme ça là, dans les rencontres.
Tenter de résumer les rencontres précédentes aussi, répéter les questions, les points importants un peu plus. Si nécessaire, donner des pauses à la personne si elle a de la difficulté à suivre. Utiliser des supports visuels. Incorporer des jeux de rôle, des trucs pratiques, là, moins abstraits pour que les personnes soient en mesure de le faire. Bon, il parlait des habiletés importantes, entre autres refuser si quelqu'un se fait offrir de la drogue, les respirations profondes pour la gestion des émotions. Après les rencontres, essayer de vérifier si elle a bien compris en lui posant des questions en un pour un, euh, pour, puis essayer de voir qu'elle ne réponde pas juste par oui ou par non. Toujours possible aussi de se préparer pour les groupes, de préparer d'avance pour la participation des groupes de AA. En individuel aussi, mettre l'accent sur des actions concrètes, les routines de vie saine plutôt que sur les concepts abstraits. Faire des rencontres peut-être plus fréquentes mais moins longues. Essayer de minimiser encore une fois les distractions, répéter les infos importantes, prendre des pauses. Le matériel visuel, encore une fois. On avait créé entre autres là, des images, des pictogrammes, des choses qui n'ont même pas besoin d'avoir d'accès à l'écrit pour comprendre. Puis essayer d'impliquer la famille là, aussi également. Puis même dans les lignes de pratique, là, en médecine générale, là, en DI, on recommande le dépistage de troubles liés à l'utilisation de substances, puis de faire une certaine éducation de ce côté-là, même chez des gens qui n'auraient pas à la base là, de troubles liés à l'utilisation de substances, travailler en réduction des méfaits. Fait que c'est essentiellement ça que j'avais pour la capsule, là. Les autres infos que j'avais, c'était pour un cas spécifique là, qu'on avait présenté à l'automne. Je sais pas si vous aviez des questions là. Euh, je vais regarder dans la salle là, parce que là, je ne vois pas.